J'ai hâte de fêter le nouvel an que j'ai payé, dis-je. En réalité, tu vas rester chez toi, ton frère et ses enfants emménagent dans ton appartement, sourit maman. Très bien, j'ai annulé les réservations et changé mon adresse. Quand il est arrivé avec les cartons, il y avait un panneau, à vendre, dans le jardin et une chemise avec son nom dessus, Matteo Riva. J'ai reposé l'invitation et le programme de l'événement sur la table de la cuisine, fruits de mer, dis-je jusqu'à 3 heures du matin. Cette année, ça va être différent. Maman ne me regardait même pas, elle coupait du fromage sur le plan de travail, aussi calme que d'habitude. À propos de ça, je voulais parler avec toi, dit-elle. Tu ne vas pas y aller? Je restai figé. Quoi, nous allons à la fête, continua-t-elle en ranguant le fromage dans un tupperware. Ton père, moi et Matteo. Je la regardais, stupéfait. Tu parles de la fête que j'ai payée? Papa intervint depuis le canapé sans lever le nez de son journal. Techniquement, oui, mais Matteo en a vraiment besoin, tu sais ce qu'il a vécu. Je me tournai vers mon frère qui se tenait dans l'embrasure de la porte, son plus jeune fils dans les bras. Il ne semblait pas gêné du tout. Nelia a été un cauchemar, dit-il comme si cela expliquait tout. Les enfants ne s'arrêtent pas, je n'ai pas eu une minute de répit depuis des semaines. Donc, tu vas prendre ma place, demandai-je. À la fête que j'ai payée avec mon propre argent? Tu vas faire quelque chose de plus important, dit maman. Tu vas rester à la maison avec les enfants. Matteo a besoin d'une pause. Tu parles sérieusement? On te demande juste de nous donner un coup de main, répondit-elle. Je ne répondis pas, ce n'était même pas une demande, c'était déjà décidé. Matteo haussait les épaules. Allez, tonton, ce n'est qu'une nuit, les enfants adorent être avec toi. Je souris, mais sans humour. Bien sûr, je suis le seul qui s'occupe vraiment d'eux. Fais attention à tonton, dit papa sans quitter son journal des yeux. Ah, et une chose de plus, ajouta maman, Matteo va rester avec toi un moment. Quoi? Il ne peut pas payer le loyer depuis le divorce, dis-je comme si c'était évident. Il va emménager chez toi avec les enfants, juste jusqu'à ce que tout se calme. Je la fixai. Vous avez décidé de le transférer, lui et ses enfants, dans ma maison sans me demander? Il vit seul, répondit froidement papa. Il y a de la place. Je regardai autour de moi. Maman continuait à couper son fromage, papa lisait, Matteo changeait déjà de chaîne à la télévision comme s'il vivait là. Tout avait été décidé avant même que je ne franchisse la porte. Très bien, dis-je doucement. Amusez-vous bien. Maman leva les yeux. Tu es sérieux? Oui, vraiment, répondis-je, me retournant pour aller dans ma chambre, fermant la porte derrière moi. Il pensait que j'étais en colère, mais je ne l'étais pas. Je réfléchissais à comment m'assurer que ce soit la dernière fois qu'on abusait de moi ainsi. Cette nuit-là, je retournai dans mon appartement et me mis dans l'obscurité. Ils avaient déjà tranché, cela se voyait. La fête n'était plus la mienne, mon appartement ne m'appartenait plus, et apparemment, mon argent non plus. Mais ce n'était pas nouveau, cela se tramait depuis des mois. Matteo avait emménagé chez maman et papa après le divorce. Au départ, il avait dit que ce serait temporaire, juste jusqu'à ce qu'il trouve un nouveau logement. Je me le rappelais, cela faisait 5 mois. Depuis, chaque 2 conversations tournaient autour de à quel point tout était difficile, que Nelia l'avait laissé sans rien, que les factures légales s'accumulaient et que c'était dur d'être père célibataire. J'écoutais, j'aidais, je lui donnais même de l'argent, des petites choses au début, peux-tu payer les chaussures de l'école ce mois-ci, tu peux acheter des couches en sortant, et, tonton, peux-tu me prêter 90 € pour réparer la poussette? Évidemment, je disais toujours oui. Je me disais que c'était temporaire, que je faisais ce qu'il fallait. Mais ensuite, les demandes ont commencé à devenir plus nombreuses. Une semaine, ce furent 270 € juste pour couvrir une facture. La semaine suivante, ce furent les courses, puis de l'argent pour l'essence et enfin des cadeaux de Noël pour les enfants parce que Nelia était difficile. Au départ, je ne prenais pas de notes, mais pour la mi-décembre, j'avais déjà envoyé plus de 900 € et jamais une seule fois il ne m'avait dit merci. Et, dit Matteo un après-midi alors que nous étions en voiture, tu vis toujours seul? Oui, répondis-je lentement. Génial, ton appartement a cette 2e chambre, n'est-ce pas? J'acquiesçai, mais quelque chose dans son ton me donna un nœud à l'estomac. Il sourit. Ce serait bien plus facile si je m'installais simplement chez toi. Je veux dire,
sans te vexer, mais tu n'utilises même pas cette chambre, elle est juste vide. Tu parles sérieusement? Ça n'a pas de sens. Je me sens déjà comme si je campais chez maman depuis des siècles, c'est en train de devenir bizarre. Tu as de la place, tu n'as pas d'enfant ni de partenaire. Je ne répondis pas. Cette même nuit, maman appela. On a réfléchi, dit-elle. Ce serait d'un grand secours si Mathéo et les enfants restaient avec toi après le nouvel an. Ce n'est pas quelque chose de permanent, ajouta-t-elle rapidement. Juste jusqu'à ce qu'il se soit clarifié. Il a besoin d'un nouveau départ et ton appartement est calme, ça ferait du bien aux enfants. As-tu parlé de ça à Mathéo? On en a tous discuté, dit-elle comme si c'était la chose la plus normale au monde. Il est excité, il dit que les enfants t'adorent. Super, murmurai-je, car je n'avais rien accepté. Elle se tut un moment, puis ajouta, ne fais pas de ça une affaire personnelle. Il traverse une période difficile. C'était la phrase que j'avais entendue toute l'année chaque fois que j'essayais de dire que ce n'était pas juste. C'était toujours, ne sois pas égoïste, chaque euro que je donnais était, tu n'as pas d'enfant, tu peux te le permettre, chaque fête, chaque faveur, chaque week-end à garder les enfants était juste, donne un coup de main. Il l'appelait famille, mais je commençais à comprendre ce que c'était en réalité, une rue à sens unique où j'étais toujours celui qui donnait. Le lendemain matin, Mathéo m'envoya un message avec une photo de lit superposée. Penses-tu que cette structure pourrait tenir dans la chambre supplémentaire? Pas un, on peut en discuter, pas un, es-tu d'accord avec ça, juste une supposition. Je restais à fixer le portable pendant un long moment avant d'ouvrir mon application bancaire pour vérifier les transferts, l'argent liquide, des cartes cadeaux, les cadeaux d'anniversaire, les soirées pizza, les sorties scolaires, les reçus que j'avais réglés. Juste cette fois-ci, je commençais à additionner mentalement. Ma mâchoire se crispa. Plus de 1800 € perdus depuis l'été, et maintenant, il voulait aussi mon espace. Je sentis quelque chose de dur se former dans ma poitrine. Personne ne me demande jamais comment j'allais. Personne ne se souciait de ce que je sacrifiais, il voulait juste plus. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je m'étendis dans mon lit, les yeux grands ouverts, l'esprit en ébullition entre tout ce que j'aurais dû dire, tout ce que j'aurais dû faire avant. Vers 3 heures du matin, j'arrêtai de penser et commençai à agir. D'abord, j'allumai mon ordinateur portable et annulai toutes les réservations, Terrazza Azul, Digi Rafa, Fruits de mer El Galeon, Cava Frinet. Ensuite, j'appelai la banque de Valencia et annulai tous les frais que j'avais engagés pour la fête de Nouvel An. Chaque annulation était comme couper une corde. Puis, j'ouvris un autre onglet et mis mon appartement en vente. Le 2 janvier, l'air était froid, le ciel gris, mais je me sentais plus lucide que jamais. J'avais déjà emménagé dans un appartement à louer à Elche. Rien de luxueux, juste propre, calme, à moi. Je mis 2 valises et laissai tout le reste derrière moi. Pas d'appel, pas de message, je disparus simplement. Mais je laissais quelque chose derrière dans mon ancien appartement, j'avais collé une grande enveloppe sur la porte, un dossier épais avec le nom Mathéo Riva écrit en gros marqueur rouge, et dans le jardin à l'avant, un panneau brillant rouge et blanc, à vendre, fermement planté dans le gazon. À 15h27, mon portable s'alluma. Mathéo, nous sommes en route, les enfants sont excités. Nous avons tout emballé. Je ne répondis pas. J'étais assis au café Don Ramon, à quelques rues de là, regardant vivre tout cela grâce à une transmission en direct que j'avais mise en place une semaine auparavant au cas où. 15 minutes plus tard, Mathéo arriva dans sa Citroën Berlingo, les enfants à l'arrière, des cartons et des sacs, une boîte en plastique pleine de jouets dans le coffre. Il gara la voiture, sortit, s'étira et sourit comme s'il venait d'arriver à Disneyland. Et puis il se figea. Ses yeux se fixèrent sur le panneau. Il resta là, regardant les lettres en gras, à vendre. Son sourire disparaît. Il monta les marches, la porte ne s'ouvrit pas, la serrure avait été changée. Puis il aperçut le dossier, l'arracha de la porte, l'ouvrit et commença à parcourir les documents. C'est alors que le vrai spectacle commença, à l'intérieur du dossier. Page 1, capture d'écran imprimée de l'annulation de la réservation à Terrazza Azul. Page 2, confirmation par email que le service de traiteur de fruits de mer El Galeon avait été remboursé, incluant la ligne, le client a demandé l'annulation complète en raison d'interférences familiales frauduleuses. Page 3, un tableau détaillé avec chaque centime que j'avais donné à Mathéo au cours des 12 derniers mois, loyer, courses, vêtements pour les enfants, frais de scolarité,
le tout classé par date et par concept. Et au final, 3 460 €, non remboursés, non reconnus, non appréciés. Page 4, une lettre adressée à lui, Matteo, tu as assumé trop de choses trop longtemps. Tu pensais que je dirais toujours oui? Tu pensais que je n'avais rien de mieux à faire que de sacrifier mon temps, mon argent et ma vie pour réparer ton désastre? Tu te trompes. Ce n'est pas chez toi. Ce n'est pas ton plan de secours. Ce n'est pas ton nouveau départ. Ce qui t'attend ici, c'est de réaliser que le voyage gratuit est terminé. Bonne année. Page 5, une photo imprimée, une capture d'écran d'un appel vidéo avec son ami dans lequel il plaisantait en disant « Mon frère est un raté, mais il doit à maman, donc ça m'arrange ». Page 6, copie du contrat avec l'agence immobilière Solemar. Page 7, avis officiel de mise en vente. Page 8, confirmation de changement d'adresse. Page 9, formulaire de transfert des services. Page 10, formulaire d'expulsion vierge, juste pour faire impression. Matteo resta là, feuilletant chaque page. Son visage passa lentement du rouge au blanc. « Papa, on peut entrer ?» cria l'un des enfants depuis la voiture. Il ne répondit pas, se contentant de rester là, tenant la chemise comme si elle venait d'exploser dans ses mains. Quelques minutes plus tard, maman et papa arrivèrent en descendant de la cite Léon, apparemment prêts à aider Matteo à s'installer. Maman s'arrêta net en voyant le panneau. « C'est une blague ?» interrogea-t-elle. Matteo lui remit la chemise en silence. Elle feuilleta quelques pages, sa réaction changeant lorsqu'elle atteignit le tableau, puis la lettre, et enfin la capture d'écran avec le commentaire de son ami. Papa ne dit rien, soupira simplement longuement. Maman fixa Matteo d'un ton incisif. « Vraiment, tu as dit ça ?» C'était une blague, murmura Matteo. Papa observa la maison, puis le panneau, et enfin les enfants toujours coincés dans la voiture. « Il est parti, dit-il à voix basse. Le portable de maman vibra, elle l'ouvrit, un message de groupe de ma part, adressé aux trois, ne me contactez ni pour l'appartement, ni pour garder les enfants, ni pour de l'argent. Vous avez pris vos décisions, j'ai pris les miennes. C'est fini. Cette nuit-là, je ne sortis pas. Je ne célébrerai pas comme je l'avais prévu. Je m'assis tranquillement sur le sol de mon nouvel appartement, préparai une pizza congelée, regardai un film d'action stupide et m'endormis profondément, car pour la première fois de ma vie, je ne devais rien à personne, et personne ne franchirait plus ma porte avec des cartons. Les premières 24 heures furent silencieuses. Je laissai mon portable éteint, ne vérifiai ni mes mails ni mes réseaux sociaux. Je pensais qu'ils avaient peut-être compris le message, que la chemise avait dit tout ce qu'il y avait à dire. Mais bien sûr que non. La nuit du 3 janvier, mon silence fut rompu. En revenant du supermarché, je vis les appels manqués, 6 de maman, 4 de Matteo, 2 de papa, un d'un numéro inconnu. Je réactivai mon portable, ne voulant pas lire leurs messages, je savais déjà. Ce soir-là, ils vinrent en personne. Tout commença par un coup à la porte. J'ouvris, regrettant déjà d'être à mon nouvel appartement en location à Elche. C'était maman, visiblement épuisée, avec du maquillage coulé, les yeux rouges, le manteau mal boutonné, comme si elle était habillée à la va-vite. Derrière elle, Matteo avait les bras croisés et papa, un peu en arrière, en silence. « Nous devons parler, dit-elle. »« Non, nous ne devons pas, répondis-je en commençant à fermer la porte. Elle poussa avec sa main. « Tu nous as pris par surprise. »« Non, dis-je calmement, je me suis protégé. »« C'est différent. »« Tu as humilié ta famille, » cracha Matteo, « il ne méritait pas ça. » Je souris, sarcastique. « Oh non, il ne méritait pas de recevoir une liste imprimée avec tout ce que j'ai fait pour lui? Il ne mérite pas un peu d'honnêteté, pour une fois ?» Matteo s'avança, levant la voix. « Tu m'as piégé, tu aurais pu m'en parler en tant qu'homme. »« Tu veux dire comme t'en parler au téléphone avec ton ami en m'appelant un raté et en disant que je devais à maman, lançai-je. » Il rougit. « C'était une blague, se défendit-il. »« C'était un schéma, répliquai-je. Tu m'as utilisé pendant 1 an, probablement plus. Finalement, j'ai dit non, et ça ne te plaît pas, papa parla pour la première fois, ce n'était pas nécessaire de tout gâcher, la fête, l'appartement, le dossier. La chemise était la seule chose qui vous a fait l'écouter, dis-je. Vous n'alliez pas vous arrêter tant que je n'avais pas brûlé le pont. Maman me regarda avec ce sourire crispé et énervé qu'elle avait quand elle tentait de manipuler avec culpabilité.
Nous sommes ta famille. Et je ne suis pas à votre service, rétorquai-je. Vous ne pouvez pas débarquer ici en faisant semblant que je vous dois une explication. Je ne vous la dois pas, elle semblait prête à me gifler, mais au lieu de cela, elle inspira profondément et recula. Tu t'en repentiras un jour. Tu regarderas en arrière et réaliseras à quel point tu as été égoïste. Non, dis-je, entrant à nouveau chez moi. Un jour, tu regarderas en arrière et te rendras compte que tu as perdu la seule personne qui tenait toute cette pagaille ensemble. Et fermant la porte. Pendant les jours suivants, je me préparais à en recevoir davantage, et cela arriva, mais sous d'autres formes, messages textes, courriels pleins de culpabilité, quelques messages vocaux avec des phrases comme « Nous voulons juste parler ». Matteo tenta même d'envoyer les enfants avec une carte disant « Tu nous manques, tonton Rodrigo ». Je ne répondis pas. À la place, je commençai une thérapie, à rétablir mes finances. J'ouvris un second compte, annulai ma vieille carte de crédit et changeai tous mes mots de passe. Je dis à ma responsable que j'avais besoin de temps, elle me donna une semaine de congé sans poser de questions. Pour la première fois, je pris du temps pour moi, sans faire quoi que ce soit pour quelqu'un d'autre. Puis vint le retournement de situation. Une semaine après l'explosion, je reçus un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. Normalement, je n'aurais pas répondu, mais quelque chose me poussa à le faire. Bonjour, une pause, puis une voix douce. Rodrigo? Oui, je m'appelle Martha, je suis la sœur de Nelia. Mon estomac se serra. Nelia, l'ex de Matteo, la mère des enfants. J'espère ne pas te déranger, dit-elle doucement. Je voulais juste te remercier. Pourquoi? Pour tout ce que tu as fait pour ces enfants, pour Nelia, même pour Matteo, bien qu'il ne l'ait jamais apprécié. Je ne savais pas quoi dire. Elle continua, Nelia m'a tout raconté, l'argent, les projets de déménagement, la fête, le dossier. Elle m'a dit qu'elle n'a jamais voulu qu'ils emménagent chez toi. Quoi? Matteo a fait tout ça dans mon dos. Je restais figé. Elle s'est seulement rendue compte lorsque les enfants sont rentrés en pleurant, disant qu'ils ne pouvaient plus aller chez tonton Rodrigo. Elle était très en colère, dit-elle qu'ils n'avaient pas le droit, et elle m'a demandé de te dire qu'elle était désolée pour tout. Je restai assis en silence, tenant fermement mon portable. Martha hésita. Je ne sais pas si tu le sais, mais Matteo a essayé de demander un prêt à ton nom. Mon sang se glaça. Quoi? Nelia a trouvé les documents, elle a utilisé tes informations. Elle l'a arrêté, a menacé d'appeler la police. Il a fini par renoncer, mais tu devrais vérifier ton dossier de crédit. Je ne disais rien. Martha poursuivait d'une voix tremblante, je sais que tu as coupé les ponts, et honnêtement, tu aurais dû le faire. Je voulais juste te dire merci de ne pas être devenu un autre d'entre eux. La ligne se coupa. Je restai là, assis longtemps, puis j'ouvris mon ordinateur portable et vérifiai mon dossier de crédit. Et effectivement, une demande de crédit d'un organisme de prêt que je n'avais jamais contacté était là. Il a vraiment essayé. Et cette chemise m'a sauvé d'un bien pire désastre. Il pensait que je réagissais de manière excessive, que j'en faisais trop, qu'il me mettait à terre, mais la vérité, c'est que j'ai eu juste le temps de partir. J'ai toujours pensé que couper les liens serait une action violente, comme claquer la porte, crier, comme brûler un pont et regarder les flammes dans l'obscurité. Mais la vérité, c'était le silence, un silence profond et nécessaire. Cela fait maintenant un mois que j'ai fermé la porte à tout, à ma famille, à la fête, à la culpabilité, aux attentes interminables. Maintenant, je me réveille dans un appartement différent, je marche dans des rues nouvelles, je prends un café seul, et personne ne me demande d'acheter des couches en rentrant. Personne ne m'envoie de message pour me demander, juste un virement rapide pour cette fois. C'est calme, mais ce n'est pas vide. Pour la première fois depuis des années, ce silence, c'est de la liberté. J'ai commencé la thérapie correctement, racontant mon histoire à voix haute, du début à la fin, la partie où je payais tout, celle où mon frère m'appelait raté dans mon dos, celle où mes parents disaient que je n'avais besoin de rien car je n'avais pas de responsabilité. Mon thérapeute me posa une question qui me frappa comme un train, que se passerait-il si tu cessais d'être utile? Je savais déjà la réponse, on me délaisserait. Il l'avait déjà fait. Car dès que j'ai cessé de payer, dès que j'ai refusé, j'ai cessé d'avoir de l'importance. Ils ne voulaient pas de moi, ils voulaient ce que je faisais pour eux. Et cela, cette réalisation, a brisé quelque chose au fond de moi. Mais quand cela s'est brisé, cela a créé de l'espace pour moi.
Maintenant, mon crédit est bloqué, mes comptes sont séparés. J'ai déposé un rapport anonyme pour la tentative d'escroquerie. Nelia m'a recontacté pour savoir si je voulais porter plainte. Je lui ai dit non. Je ne veux pas de vengeance, juste de la distance, c'est tout. Matteo n'a pas essayé de me contacter depuis. Pas plus que maman ou papa. Leur dernier message fut un message de groupe, « Tu es mort pour cette famille ». Cela aurait dû faire mal, mais ça ne fit pas. Cela se sentit comme s'ils exprimaient enfin à voix haute ce qui avait toujours été vrai. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Il y a une semaine, j'ai reçu un courriel de l'ex-femme de Matteo, Nelia, avec pour sujet « Merci ». Elle m'a expliqué qu'elle avait demandé la garde complète, qu'elle avait déménagé dans une autre région avec les enfants, qu'elle avait trouvé un meilleur travail, une meilleure école, une vie meilleure. Elle écrivit « Je pensais toujours que tu étais celui dans l'ombre, mais maintenant je réalise que tu étais celui qui tenait tout. Je suis désolé de ne pas avoir parlé avant. Les enfants te manquent. Je ne ferai jamais mauvais devant eux. Si un jour tu veux leur écrire, ils adoreraient avoir de tes nouvelles. » Je pleurais en lisant cela, non pas parce que je voulais revenir dans leur vie, mais parce que pour la première fois, quelqu'un m'a vraiment vu, et a dit « Tu n'es pas égoïste, tu n'exagères pas, tu ne nous dois rien. Juste, merci. » C'était plus que ce que j'ai jamais reçu de mes propres parents. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Vendre l'appartement était la meilleure décision de ma vie. Les couper n'était qu'une chose en retard. La chemise mérite honnêtement un prix. Je ferai tout cela de nouveau sans hésiter. Ils pensaient que m'avait brisé, que je reviendrais en rampant, que je me sentirais coupable, que je me sentirais seul. Mais la vérité est celle-ci, je ne me sens pas seul. Je me sens pur. Je me sens entier. Et je sens que, pour la première fois de ma vie, je possède quelque chose qu'ils ne pourront jamais me retirer, moi-même. Si tu lis ceci et que tu as l'impression que ta famille ne t'appelle que quand elle a besoin de quelque chose, si jamais tu t'es perdu dans ta propre vie parce que tu vivais celle des autres, si aider est devenu un mode de vie que tu n'as jamais accepté, je veux que tu saches quelque chose, tu as le droit de partir. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de faire tes valises, de sortir par la porte et de ne jamais revenir. Tu as le droit de laisser la chemise à la porte et de disparaître. Tu ne dois pas ta vie à quelqu'un simplement parce que vous partagez le même sang. Tu ne leur dois pas ton silence. Tout cela t'appartient. Tout ce que tu as donné. Et quand on te traitera d'égoïste, souris, car au moment où ils le diront, cela signifiera que tu as enfin cessé d'être leur propriété et que tu as commencé à être ta propre personne.